Alors, bonjour à tous. D'abord, je voulais juste dire merci à Camille, juste là, de m'avoir invité ici. Je suis très content d'être là. Donc voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de logiciels libres. J'insiste sur le mot libre et pas open source, je y reviendrai. Je vais vous parler un peu de logiciels libres et je vais vous en parler à travers Duik, qui est un petit bout de logiciel que j'ai développé moi-même. Et qui est devenu, qui a eu beaucoup de succès récemment dans le petit monde du dessin animé. Alors juste, on a fait un pari avec Camille, j'ai dit que j'allais demander qui connaît un petit peu ce logiciel Duik ici. Levez la main pour voir. Ah, tu vois, tu n'étais pas toute seule. Mon autre question, c'est qui est déjà un peu familier avec le logiciel libre? Ah, déjà plus. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est vous expliquer un peu ma vision du logiciel libre. Et j'ai paumé la télécommande. Et ben, vous expliquer par mon expérience à moi ce que ça représente, pourquoi j'ai choisi de mettre mon propre logiciel sous licence libre, et surtout comment je fais pour réussir à rentrer dans mes frais, à le financer, alors que forcément, je peux pas le vendre. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de vous expliquer. C'est ma façon de faire en tant que développeur, même si ce n'est pas mon métier, j'y reviendrai, pour développer les outils dont j'ai besoin, pour les partager, enfin, voilà, pour gérer le truc, alors que c'est devenu vraiment un logiciel qui a eu énormément de succès. Je vais vous expliquer tout ça. Et donc vous expliquer comment dans mon travail, comment dans mon entreprise, on arrive à faire les choses un petit peu différemment et de manière à mettre en avant tout le temps des notions de partage, de liberté de l'utilisateur et de respect tout simplement des gens avec qui on travaille. Donc ça va être très lié à mon expérience personnelle, c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de moi aussi, j'espère que ça ne va pas trop vous saouler. Donc je suis Nicolas Dufresne, même si tout le monde m'appelle Duduf, et que c'est comme ça que dans le petit milieu de l'animation, on me connaît. Je suis donc pas du tout développeur. Je suis à la base réalisateur et animateur, c'est-à-dire que mon métier d'origine, c'est de faire des films. Je fais des films, j'ai un parcours de réalisateur assez classique au final, si ce n'est que, pour que vous situiez un peu de ce dont je vais vous parler, j'ai des affinités avec le développement qui viennent sans doute du fait que, avant de faire ce métier-là, j'ai fait une maths sup et une maths spé. On fait tous des erreurs. Je me suis rendu compte de mon erreur, je me suis barré, j'ai fait autre chose, voilà, les maths, j'ai arrêté. J'ai travaillé au McDo, j'ai fait plein de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je vais vous raconter là, et surtout, je suis rentré dans une école qui s'appelle Supinfocom, qui est une école de réalisation de dessins animés. J'ai fait 4 ans d'études là-bas, où j'ai appris à faire des films, appris à faire du storyboard, du son, de la réal, de l'animation, tout ce qui permet de savoir faire un film d'animation. Et après ça, je suis rentré dans une entreprise roubaisienne qui s'appelle Ankama Animation, que vous connaissez peut-être, qui fait du jeu vidéo, qui a notamment développé le jeu vidéo Dofus, qui a eu un succès énorme en France et en Amérique latine. Moi, pour ma partie, qui a fait aussi beaucoup de dessins animés, dont Wakfu, qui a été diffusé sur France 3, qui avait fait un gros score, et qui a ressorti très récemment Dofus, le long métrage, au cinéma. Ça a fait un gros flop, mais on est quand même fiers de ce travail-là. Je suis parti d'Ankama il y a 2-3 ans à peu près, au début du travail sur le long métrage, pour des raisons personnelles, parce que je me suis lassé de l'univers, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est pas le but, mais donc j'ai commencé à travailler en indépendant en quittant Ankama, toujours dans la réal et compagnie, et un petit peu dans le développement, ça je garde le suspense pour après, mais mon parcours est important par rapport au choix que j'ai fait, que je vais vous expliquer. Donc j'ai travaillé un petit peu en freelance, donc statut auto-entrepreneur et compagnie, pour pouvoir bosser à mon compte. Auto-entrepreneur, ça marche un temps. Après, il a fallu trouver autre chose parce que c'est pas ce qui est le plus optimal, surtout quand on veut travailler à plusieurs, quand on veut travailler avec des salariés, quand on veut faire des collaborations, c'est vraiment pas terrible. Du coup, j'ai créé mon entreprise il y a quelques mois. Et j'y reviendrai aussi, c'est lié au logiciel libre, puisque mon entreprise n'est pas une entreprise classique, c'est une coopérative. On est une des premières coopératives de production de films à avoir été créée en France. Il y en a moins de 10, on fait partie de ces 10-là. Donc j'y reviendrai si j'ai le temps tout à la fin, puisque je vous explique tout ça, parce qu'en fait tout ça c'est très lié au choix de faire du logiciel libre. Donc, je vais vous parler de Duik. Alors,
évidemment, je serai face à des gens qui font de l'animation, il y aurait des chances que vous connaissiez ce logiciel-là. Ici, je sais que vous ne le connaissez pas, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un logiciel qui aide à l'animation de personnages. C'est pas un logiciel à part entière d'ailleurs en réalité, c'est une extension, c'est un script qui s'ajoute au logiciel After Effects de la suite Adobe et qui permet de faire de l'animation de personnages, dans un style qu'on avait du mal à faire avant que je développe ça, ce qui explique son succès, je vais y venir. En fait, du X, c'est un truc qui va permettre de faire de l'animation qui va être entre ce qu'on appelle l'animation 2D traditionnelle. Je vous ai mis une image pour que vous voyez de quoi je parle, donc ça c'est justement tiré de ce que j'ai fait en Kama. Donc dessin animé plat, 2D. On a l'animation 3D en image de synthèse, donc ça c'est un morceau de mon film de fin d'études. Et en fait ce que fait mon logiciel, ce que fait du X, c'est qu'il va permettre un entre-deux dans le niveau de détail du personnage. C'est-à-dire que quand on fait l'animation 2D, c'est du dessin. Donc on ne peut pas détailler beaucoup, puisqu'on doit faire 24 dessins par seconde. En termes de niveau de détail du dessin, on est forcément très limité, on va être obligé de faire que des aplats, on va pas pouvoir aller très loin et ni texturer le personnage, en tout cas ça va être très compliqué. À l'extrême inverse, on a l'animation 3D, où là on peut blinder de détails, on peut être super réaliste, vous avez tous vu les films de Pixar et compagnie. Ça permet vraiment de faire des choses hyper pointues, mais le problème c'est que du coup c'est hyper complexe, vraiment très complexe. Et du coup, pardon, comment j'ai fait pour quitter le plein écran avec la télécommande, je ne sais pas. Du X permet une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il va permettre d'animer des personnages très détaillés, avec des textures, avec beaucoup d'informations, mais à plat en 2D. Donc c'est beaucoup plus simple que de la 3D, mais ça permet quand même plus de choses que la 2D habituelle. Attention, quand je parle de 3D, je ne parle pas de stéréoscopie, de trucs qui sortent de l'écran et tout ça. Je parle juste par opposition entre l'image de synthèse et dessin animé traditionnel. En fait, ce que du X permet de faire, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, c'est de ramener des techniques qui sont d'origine 3D à la 2D. C'est une technique qu'on appelle le rigging. C'est un mot anglais, désolé, je n'ai pas de traduction en français, si ce n'est que si on cherche sur Google Translate, rig, il nous traduit ça en gréement de bateau. Mais bon, ça permet de deviner ce que ça veut dire. En fait, c'est le rig, c'est ce qui permet de manier le personnage ici en 3D, puisque un personnage 3D, c'est au minimum 100 000 polygones différents, c'est un maillage, d'accord? C'est vraiment un maillage de polygones. Ce maillage de polygones, forcément, c'est inanimable. Il faudrait animer 140 000 polygones à la main, c'est juste pas possible. Donc, on met dedans une armature. Une armature, c'est ce qu'on va appeler le rig, qui permet de déformer ce maillage de manière réaliste ou pas, en tout cas comme on le veut, en plaçant des pivots, en plaçant des muscles, en plaçant un peu tout ce qu'on veut, et des contrôleurs qui permettent de le manier de la manière la plus intuitive possible. Ça, c'est le process en 3D. Et en fait, ce process en 3D, l'idée que j'ai eue avec du X, c'est de dire on va prendre ce process-là et on va l'appliquer sur de la 2D, sur du dessin animé 2D. Ce qui va permettre d'animer des personnages en 2D beaucoup plus facilement quand on a des dessins à la main, en ayant des outils 3D, mais simples à utiliser puisqu'on a un axe de moins. Et en fait, si vous avez fait un tout petit peu de maths, vous savez que tout de suite, quand on enlève une dimension, tout devient beaucoup plus facile. Donc voilà. En vrai, j'étais pas le premier à penser à faire ça. J'étais pas tout à fait le premier. Les premiers à avoir pensé à faire ça, c'est les mecs qui ont fait South Park. South Park, vous avez tous déjà vu, j'imagine, au moins quelques images. South Park, on dirait que c'est du papier découpé. Hein. Ça apparaît 2D et tout ça. En vrai, South Park, c'est fait dans un logiciel de 3D. C'est fait en 3 dimensions. C'est l'image de synthèse South Park, tout simplement parce qu'ils voulaient, pour animer, avoir ces process de 3D, avoir ces outils d'animation de personnages qu'on a en 3D qui sont très poussés et très complexes pour pouvoir animer très rapidement South Park. Dans leur cas, c'était une idée super intelligente. C'était très intelligent parce que, comme ils faisaient une série télé et qu'ils savaient en gros qu'ils étaient partis pour 20 saisons, ils ont mis en place des choses assez complexes dans Maya au début. Et une fois que c'était mis en place, l'animation, ça va très très vite, ça permet de faire plein de choses, c'est hyper poussé. Mais le problème de ça, c'est que c'est effectivement complexe à mettre en place à la base, puisqu'on est dans un logiciel de 3D. Moi, j'appelle ça utiliser un canon pour écraser une mouche, si vous voulez. C'est scoltiner 3 axes dans 3 dimensions, c'est galérer sur plein de choses en termes d'image de synthèse, juste pour faire l'animation de papier découpé. C'est un petit peu dommage. Et c'est là que je suis arrivé avec du X
en disant, bon, on va pouvoir, excusez-moi, les vidéos ne marchent pas dans le PDF, donc je les ouvre à la main, on va pouvoir, peut-être, ça peut être intéressant, de faire ça en 2D, dans After Effects, qui est un logiciel qui était déjà très utilisé. Pardon, celle-là, en fait, je ne la montre pas tout de suite. Voici quelques exemples que Duik a permis de faire. Donc, c'est des personnages, une palette assez complète de personnages que Duik, mon extension d'After Effects, a permis d'animer. Et on voit vraiment que c'est un style qui n'est ni 3D ni 2D. C'est un style un peu nouveau, parce que c'est assez récent qu'on commence à animer des personnages comme ça. On n'en voit pas encore au cinéma long métrage, même si ça vient. On a beaucoup de courts-métrages, de pubs, de motion design qui utilisent ces techniques-là. Des choses plus ou moins connues. C'est utilisé aussi bien par des toutes petites boîtes en France que par DreamWorks TV, Nickelodeon, Netflix. J'espère que vous avez tous vu ce truc avec le cheval, là, BoJack Horseman. Je vous le conseille fortement, c'est une série absolument géniale, c'est sur Netflix. Enfin voilà, je suis assez fier au final que mon outil soit utilisé pour ce genre de série. Voilà, ça c'était pour vous présenter un peu ce que c'est ce logiciel, pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Une espèce d'introduction avant de vous parler vraiment de comment c'est devenu un truc très utilisé et comment c'est lié au logiciel libre et comment j'arrive à le financer. Juste donc avant d'attaquer ça, pour que vous voyez, je vous montre, j'ai une petite bande démo de ce que fait ce logiciel. C'est une sélection de plein de travaux, de plein de gens du monde entier qui ont utilisé Duik pour animer leurs personnages. C'est une sélection ici qui date d'il y a un peu plus d'1 an, que j'avais fait pour une autre conférence et que j'ai pas eu le temps de remettre à jour. Donc il y a encore pas mal de nouvelles choses qui sont sorties depuis et que j'aurais pu mettre, qui sont vachement bien. Mais c'est déjà pas mal. Et puis c'est pour montrer un petit peu la diversité de ce qui peut être fait avec ce logiciel, de la quantité de boulot et comment c'est varié en termes de style. Donc voilà, cette bande démo. Donc c'est des réalisateurs un peu partout dans le monde. Il y a des Coréens, des Russes, des Français, des Suisses, des Belges, des Américains. Pour vous dire que c'est utilisé un peu partout, que ça sert à faire plein de choses différentes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'animation, du dessin animé, le logiciel libre, c'est pas un truc hyper courant. C'est pas quelque chose de très courant. Vous connaissez peut-être Blender, le logiciel d'animation 3D.
En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, faire du logiciel libre, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça a provoqué pas mal de réactions dans le domaine, puisque, parce que tout le monde est habitué soit à payer 6000 balles pour un logiciel de 3D comme 3ds Max ou Maya édité par Autodesk, soit à payer 80 balles par mois pour avoir la suite Adobe, soit à payer, et de ne pas avoir le contrôle sur son logiciel, d'avoir des DRM dessus et compagnie. J'y reviendrai rapidement. Du coup, quand on débarque avec un script qui permet de faire plein de choses, qui est une boîte à outils très complète et qui est non seulement gratuite, mais libre et open source, ça fait un peu réagir dans la communauté et ça participe au succès de l'outil, en fait. C'est pour ça que je vous montre ça. Cette feuille-là, je l'ai faite aussi. Donc, pour rentrer dans le détail, Duik, je vous parlais de son succès, puisque je pense que c'est intimement lié au fait que ce soit un logiciel libre. Et c'est une façon de vous montrer que, on va y reparler, on va parler d'argent, on va parler plein de choses joyeuses comme ça après, mais vous montrer que le fait que ce soit libre, il y a une notion forcément d'argent dans le fait que ce soit gratuit, que c'est galère, qu'on ne touche pas beaucoup d'argent, qu'il faut réussir à le financer parce que c'est beaucoup de travail et tout ça. Mais j'ai envie de vous montrer aussi le succès que ça peut donner et comment on gagne autre chose que de l'argent en faisant ce travail-là, en fait. C'est pour ça que je vous montre un petit peu l'historique de ce truc-là. J'ai commencé à le développer fin 2008 et j'ai sorti la première version en 2009. Il y avait 1000 lignes de code, autrement dit, c'est rien du tout. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de codeurs dans la salle, mais voilà, 1000 lignes, c'est vraiment que dalle. Et aujourd'hui, il y en a 15 000. Donc j'ai multiplié le truc par 15. Il y a un gros palier récemment. Ce gros palier, j'y reviendrai, c'est grâce à un crowdfunding qui m'a permis de faire un vrai gros travail de développement. Et surtout, les lignes se sont multipliées puisque avant c'était un outil simple, maintenant c'est un outil et une librairie qui permet de réutiliser ce que je fais dans d'autres codes. Donc ça a pas mal évolué et ça évolue encore beaucoup. Le succès est très très lié au nombre de features qu'il y a dans le logiciel. Plus on développe, plus on travaille, plus on a du succès, il y a un lien de corrélation qui est clair et net. On le voit ici avec le nombre de téléchargements. Donc ça, c'est vraiment le nombre de téléchargements quotidiens en moyenne. Les chiffres 2016 datent de début de l'année 2016, c'est pour ça que j'ai fait une barre plus fine. Mais ça n'a pas beaucoup changé, on est entre 700 et 800 téléchargements par jour, ce qui correspond à 6 gigaoctets de transfert de données quotidiennes. Donc tout d'un coup, le prix du forfait Internet, le prix de l'hébergement augmente un petit peu quand on arrive à ce niveau-là. Mais ça reste gérable. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai traduit le logiciel en anglais et qu'il y a un gentil monsieur en Chine qui l'a aussi traduit en chinois, pour info, c'est assez rigolo, c'est utilisé un peu partout dans le monde. On voit où on fait de l'animation dans le monde, c'est très corrélé forcément avec les endroits où il y a beaucoup de production dans l'industrie cinématographique. Et donc voilà, c'est un peu partout et c'est super intéressant pour moi ça. On était, encore une fois c'est les chiffres de l'année dernière, à 320 000 téléchargements au total l'année dernière et à peu près 10 000 ouvertures quotidiennes. Ça je le sais puisque le logiciel se connecte à mon serveur web pour vérifier s'il y a une mise à jour qui est disponible. Donc je compte les connexions et donc je sais qu'il y a à peu près 10 000 ouvertures du logiciel par jour. Ça ne veut pas dire 10 000 utilisateurs évidemment, c'est impossible de savoir combien il y a d'utilisateurs puisqu'il y a les gens qui ouvrent plusieurs fois le logiciel, ça on pourrait savoir à la limite, mais il y a ceux qui ne connectent pas à Internet du tout, donc eux ils ne sont pas comptés, enfin voilà, ça ne veut pas dire grand chose, ça veut juste dire qu'il y a du monde. Et tout ça avec un logiciel qui est complètement libre et gratuit. Et justement, j'insiste sur le libre. C'est vraiment libre dans le thème de la liberté. C'est pas juste un logiciel gratuit. Et donc j'aborde ce qui va nous intéresser ici, c'est pourquoi il est libre et qu'est-ce que ça implique. En fait, quand j'ai sorti pour la première fois, je ne savais pas du tout quoi faire. Moi, j'avais développé ce truc-là parce que j'en avais besoin, parce qu'un jour, j'ai eu une animation de personnage à faire et je n'avais pas les outils que je voulais. Du coup, j'ai développé les outils que je voulais. J'ai appris le code à ce moment-là, puisque, encore une fois, je n'avais pas du tout une formation de développeur, donc j'ai appris sur le tas. Heureusement pour moi, c'est un langage assez simple, c'est du JavaScript, c'est pas la mort. Du coup, j'ai commencé à développer comme ça tout seul. Je connaissais un petit peu le milieu du libre parce que mon frangin fait beaucoup d'informatique et qui m'a foutu un ordinateur sous Linux en 92. Donc ça m'a un peu mis dedans quand même.
Mais voilà, je découvrais un peu ce monde-là et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de mon logiciel? Moi, il me paraît très utile, en tout cas, il m'a été très utile. Du coup, ce serait bien de le partager, de le filer à tout le monde. Et puis, au début, je me suis dit, comment je vais faire? Je me suis dit, il y a des gens qui m'ont dit, mets-le en ligne et demande 5 $, vends-le. Et puis là, moi, je me suis dit, ouais, mais non, vendre, c'est galère. Et mon raisonnement au début, ça a été ça, en fait. J'ai commencé par ça. Je me suis pas posé de questions éthiques, rien du tout. Je me suis dit, putain, mais vendre un truc, c'est super compliqué, en fait. Parce que vendre un truc, ça veut dire rédiger une licence utilisateur. Bon, à la limite, je peux en pomper une, je fais un copier-coller d'une licence utilisateur dans un logiciel, elle est soit. Ça veut dire créer une boutique en ligne en 2008. J'apprenais le code tout juste. Faire une boutique en ligne tout de suite, ça me paraissait un petit peu insurmontable. Bon, voilà, c'était la grosse galère, il fallait vendre le truc. Il fallait faire quelque chose contre le piratage, parce que ça sert à rien d'essayer de le vendre si les mecs ils peuvent se le passer d'une personne à l'autre et qu'ils se le refilent gratuitement. Ça sert à rien d'essayer de gratter 5 $ pour vendre mon truc, alors qu'on sait très bien que tout le monde va se le filer. Et voilà, donc en plus de ça, c'était du développement à faire pour protéger le logiciel. Si je le vends, j'ai une responsabilité envers mes utilisateurs. Je ne peux pas laisser des bugs dedans, je ne peux pas laisser des trucs qui ne marchent pas, forcément, c'est vendu. Donc ça veut dire que j'ai encore plus de taf, parce que si un mec me remonte un bug, je suis obligé de corriger le bug le plus vite possible. C'est la moindre des choses s'il a payé son logiciel. Et dans le même ordre d'idée, si les gens ils payent leur logiciel, il faut prendre le temps de les aider. Si on a un retour, s'ils ont besoin d'aide, s'ils ne savent pas comment l'utiliser, c'est ma responsabilité de les aider à l'utiliser. Donc c'est beaucoup de travail. Et quand on a 800 téléchargements par jour de notre logiciel, il faut imaginer qu'on en reçoit quelques-uns des mails tous les jours de gens qui appellent à l'aide pour diverses raisons. Donc, c'était pas possible. Pour moi, je commençais mon truc, voilà, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, je vais le partager, puisque quand on le partage, tout ce qu'on a à faire, c'est le partager. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a rien. On file le truc gratuitement. Si on a le temps d'aider les gens, tant mieux, on le fait. Si on n'a pas le temps, tant pis pour eux. À partir du moment où c'est gratuit, j'ai pas de responsabilité par rapport à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi que, du coup, il y a ce problème du temps passé à développer et on va un petit peu parler d'argent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le domaine du logiciel, c'est réplicable à l'infini. Comme on peut le répliquer à l'infini, on ne peut pas comparer ça à la vente d'un bien physique. On ne peut pas du tout faire ce qu'on sait faire depuis 4000 ans, c'est-à-dire échanger un bien physique contre un autre. Puisqu'une fois que la personne a le bien physique, elle peut le répliquer et elle peut à son tour en faire ce qu'elle veut et compagnie. Et en fait, c'est là le cœur du problème de tous les biens dématérialisés, qu'on soit dans la vidéo, la musique ou le logiciel, c'est que l'utilisateur, quoi qu'on fasse, il peut répliquer le truc à l'infini et ça rime à rien de vendre le logiciel en fait, puisqu'il n'y a rien à vendre au final. C'est pour ça que tous les grands éditeurs cherchent des solutions à ça. Il y a ceux qui essayent de le vendre et qui du coup bloquent les copies comme ils peuvent avec des serveurs de licence et des DRM et tout ce que vous voulez pour restreindre finalement, à l'arrivée ce que peut faire l'utilisateur avec le logiciel. Il y a ceux qui tentent de faire de la location comme chez Adobe, c'est-à-dire que du coup à défaut de le vendre, on va faire de la location, quitte à ne pas installer le logiciel sur l'ordinateur de la personne, mais le mettre sur notre serveur à nous, comme ça on peut couper l'accès quand on veut. Enfin voilà, toutes les solutions qui ont été trouvées par les éditeurs sont hyper restrictives pour l'utilisateur. Et c'est ça le problème en fait, et c'est là où on peut en venir au logiciel libre, c'est de se dire, bon écoutez, puisqu'on est dans un système qui est complètement différent, puisque je ne suis pas en train de vendre une bagnole, puisque je ne suis pas en train de vendre un vélo, il faut faire les choses différemment, on n'a pas le choix. Et il faut trouver le financement, il faut trouver la distribution, il faut le faire d'une nouvelle manière, il faut le faire différemment. Encore que pour la parenthèse, ce qui est assez marrant, c'est que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ce système de DRM et de protection qu'on a dans le logiciel commence à déborder sur la distribution des objets physiques. Maintenant, il y a les voitures électriques, on loue la batterie, on ne l'achète plus. C'est assez marrant de voir comment ce monde du dématérialisé déteint sur le monde du matériel progressivement, vous vous en rendrez peut-être compte, où on va essayer de vous louer des trucs, on va essayer de mettre des protections sur l'usage de certains objets physiques, alors qu'il n'y a pas lieu de mettre des protections sur les objets physiques, puisqu'on ne peut pas les répliquer, puisque voilà, une fois qu'on l'a acheté, il est à nous. Mais bon, bref, c'est une parenthèse. Du coup, voilà. C'était trop compliqué de vendre mon logiciel. C'était beaucoup plus simple de le partager. Et puis, je commence à me poser des questions au bout d'un an ou deux, alors que j'ai juste mis mon truc en ligne, sans licence, sans rien, j'ai juste mis comme ça en partage.
Je commence à me poser des questions par rapport à tout ça. Je vois que ça a beaucoup de succès, que ça commence à avoir du succès. J'ai pas mal de téléchargements. Je me pose des questions et là je me dis, bon, il est peut-être temps de réfléchir à ce que je fais et de formaliser un peu le truc. J'aurais pu me dire à ce moment-là, bah du coup je vais le vendre. Et en fait c'est à ce moment-là où je me suis dit, pas du tout, je vais pas le vendre. Je vais me renseigner auprès de la Free Software Foundation à propos du logiciel libre. Je connaissais un petit peu, j'avais déjà vu la tête de ce GNU là, que vous connaissez peut-être si vous êtes familier avec le logiciel libre. C'est un peu la mascotte de la FSF. Je vous invite à aller sur ce site internet si vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de documents pédagogiques pour expliquer ce que c'est que le logiciel libre. Et donc c'est une fondation à but non lucratif qui défend le logiciel libre et qui propose des licences toutes faites, déjà écrites, pour les logiciels qu'on développe et qu'on veut partager. Et donc quand j'ai découvert ces licences-là un peu plus en détail, je me suis dit c'est exactement ce qu'il faut. Donc les licences qu'ils proposent sont en général la General Public License, la GPL, qui est en version 3 aujourd'hui. Et en fait cette licence elle est super intéressante parce qu'elle garantit 4 libertés aux utilisateurs. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui paraissent évidentes, mais en fait qui, quand on y réfléchit, ne le sont pas tant que ça. La première liberté garantie par la GPL, c'est la liberté pour un utilisateur d'utiliser le logiciel à n'importe quelle fin. C'est-à-dire que mon utilisateur, s'il ne veut pas faire l'animation avec du X, mais qu'il veut envoyer des gens sur la Lune, et qu'il y arrive avec mon logiciel, il a le droit, il fait ce qu'il veut avec. Ça paraît évident, ça ne l'est pas toujours tant que ça avec les logiciels commerciaux. Mais bon, passons, ça c'est la plus simple à comprendre. La deuxième liberté, et là on rentre dans le vif du sujet, c'est la liberté de modifier le programme pour l'adapter à nos besoins. Si encore une fois je fais le parallèle avec les biens matériels, quand j'achète un vélo, si les pneus ne me plaisent pas, je change les pneus, d'accord? Si je veux un vélo avec des pneus lisses pour aller sur la route, je mets des pneus lisses sur mon vélo. L'idée de la GPL, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'il en serait différemment sur un logiciel? À partir du moment où j'ai mon logiciel, où mon logiciel est installé sur mon ordinateur et qu'il m'appartient, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de le modifier comme je veux et d'y apporter les modifs que je veux pour que le logiciel s'adapte à mes besoins, ou ne serait-ce que pour regarder ce qu'il y a dedans et savoir ce qu'il fait, savoir quelles données il envoie sur le serveur de l'éditeur, savoir ce qu'il va faire de mes données personnelles, savoir comment il fonctionne à titre purement de curiosité si on veut, ou l'adapter à nos besoins. Et en fait, c'est un principe qui est super important et qui n'est respecté déjà. On n'est qu'à la deuxième liberté, et déjà cette deuxième liberté-là, elle n'existe dans aucun logiciel commercial. Je connais aucun logiciel commercial qui file le code source avec pour qu'on puisse le modifier et l'utiliser comme on veut. Et en soi, quand on y pense, moi, ça a été vraiment la raison de faire un logiciel libre. Ça a été de me dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je paye un éditeur, il me file un logiciel. Pourquoi j'ai pas le droit d'en faire ce que je veux? Pourquoi j'ai pas le droit de l'adapter comme je veux? Pourquoi je trouve que le bouton il est super mal placé? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de le déplacer? Des trucs aussi cons que ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et du coup, vraiment, c'est un truc qui a été extrêmement important dans le choix de faire un logiciel libre, c'est de donner à tout le monde le moyen de le modifier, d'en faire ce qu'il veut, et aussi de regarder. Tout à l'heure, je disais, mon logiciel se connecte à mon serveur internet pour vérifier s'il y a des mises à jour qui sont disponibles. Mon utilisateur peut aller regarder dans le code quelles informations sont envoyées à mon serveur internet. Il peut vérifier si j'essaie de pister ce qu'il fait, si j'essaie de le traquer, si j'essaie de choper des données personnelles ou pas. Et aujourd'hui, ça fait aussi partie des choses qui sont super importantes. Et mine de rien, même pour quelqu'un qui n'est pas développeur, c'est assez facile à voir dans le code. C'est facile. Là, c'est du JavaScript, hein, c'est vraiment pas du code compliqué. Et même pour un utilisateur lambda, franchement, c'est pas très difficile d'aller regarder quelles données sont envoyées sur mon serveur. Et il va voir que tout ce que je reçois, c'est savoir s'il est sur Mac ou sous Windows, parce que j'ai besoin de le savoir pour mon développement. Et c'est les seules infos que j'ai, et j'ai aucune information personnelle. Et du coup, c'est super important aujourd'hui dans un logiciel. C'est des valeurs que, à mon avis, on doit tous défendre. Au-delà du fait de pouvoir adapter le logiciel à nos besoins, c'est aussi de savoir ce qui se passe derrière, quoi. Les libertés suivantes, les deux dernières sont liées ensemble, c'est la redistribution et le partage. C'est-à-dire que le logiciel libre prend en compte le fait que le logiciel est infiniment réplicable, on l'accepte, on fait avec. Et ça veut dire quoi on fait avec? Ça veut dire on donne le truc à l'utilisateur, et si l'utilisateur veut le filer à son voisin, il le file à son voisin. Si l'utilisateur veut le modifier et filer ses modifications à son voisin, il a le droit de le faire, tant mieux pour lui, tant mieux pour la communauté. Si les gens font évoluer le logiciel et qu'ils le partagent à leur tour, ça ne peut que améliorer le travail de tout le monde.
Je reviens à ce qu'est mon logiciel, c'est un logiciel d'animation. Mon but, quand je fais ce logiciel-là, c'est de me faciliter la vie pour animer des personnages. C'est aussi de faciliter la vie des autres animateurs pour animer leurs personnages, puisque le but à l'arrivée, c'est quoi? C'est d'avoir de meilleurs films. C'est de voir des films qui sont bien faits, des films beaux à voir. Enfin voilà, le travail est là, le travail est dans ce qu'on fait avec le logiciel. C'est pas le logiciel en lui-même le but, ça reste un outil. Donc autant faire en sorte que tout le monde le partage. Et je pense que c'est valable pour quasiment tous les logiciels. On est, quand on parle de développement, dans la fabrication d'outils. Si on fait un marteau, c'est pour que les gens ils fassent des maisons. C'est pas pour le marteau en soi, on s'en fout du marteau. Si les gens filent leur marteau à leurs voisins, tant mieux. Le but c'est qu'ils construisent des maisons. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, le partage, c'est super important. Et donc, quand les 4 libertés sont réunies, on est dans une licence libre. Il y en a plusieurs. Vous en connaissez peut-être. Hein, il y en a... Oui, d'accord. Il y en a en tout genre. Ici, on a la GPL. Vous connaissez peut-être la MIT, la Apache et compagnie. Il y a plein de licences qui sont plus ou moins libres, puisque évidemment, on peut être dans une zone grise entre tout ça. Mais donc voilà, dans ce cas, on est dans une licence qui est en logiciel libre et on peut faire notre promo en disant nous, on est logiciel libre, société libre, on est pour la liberté, pour tout le monde et tout ça, c'est vachement bien. Et donc, on est dans cette notion d'entraide et de partage qui est hyper important. Choisir une licence libre, c'est une démarche politique et c'est ma façon de faire de la politique en réalité. Choisir une licence libre, c'est montrer une vision du monde aussi. C'est pas un choix anodin, c'est un choix qui se défend, c'est un engagement, c'est des valeurs qu'on défend, qui sont à l'extrême opposé des valeurs de Google, qui pourtant fait de l'open source. Et c'est là où on est dans la différence entre open source et libre. On est à l'extrême opposé de Google, Amazon, Facebook et compagnie. On est à l'extrême opposé de Adobe et Microsoft. On n'est pas dans les mêmes valeurs. On fait autre chose et on le revendique. On revendique le fait que nos logiciels ne soient que, entre guillemets, des outils, que le but c'est de les partager et que ce qui compte c'est ce qu'on fait avec, c'est le résultat, ici dans mon cas, d'avoir des films les meilleurs possibles. C'est aussi une manière de remercier tous ceux qui m'ont inspiré et tous ceux qui m'ont permis de développer mes propres outils. Tout simplement parce que comment j'ai appris le code? En regardant le code des autres gens. Autrement dit, en regardant le code des autres logiciels libres, des autres logiciels open source. Et donc c'est la moindre des choses, c'est l'honnêteté simple de dire puisque j'ai lu le code des gens pour pouvoir développer mon logiciel, et ben à mon tour je donne mon code aux gens pour qu'ils puissent aussi apprendre et renvoyer l'ascenseur. C'est un truc qui est super important. Voilà. Donc c'est une démarche très politique, c'est un choix qui est politique. Mais il n'empêche que développer un logiciel libre, ça prend du temps. Ça prend du temps, on a besoin d'argent tout simplement, quoi. Il faut bien bouffer. C'est bien d'avoir des convictions, mais si on ne peut pas bouffer, ça ne sert à rien. Donc je vais vous parler un petit peu de ça. Et je vais être complètement transparent, je vais vous donner mes chiffres, je vais vous dire ce que je gagne grâce à ça, ce que je ne gagne pas aussi. Parce que voilà, le développement en lui-même, ça prend du temps. Forcément, si je passe 2 mois à développer mon truc, j'ai le droit à 2 mois de salaire. Ça, on est tous d'accord, c'est logique. Mine de rien, je disais c'est gratuit, je peux le foutre en ligne et je m'en fous des utilisateurs puisque j'ai pas de responsabilité puisqu'ils payent pas. En vrai, c'est pas ce qu'on a envie de faire. En vrai, on a envie d'aider les gens. Mais pareil, ça prend du temps. Il faut mettre en place un forum sur Internet, il faut prendre le temps de répondre aux mails. Enfin, autant logistiquement qu'en temps de travail, ça représente beaucoup plus que ce qu'on imagine, d'autant plus que le succès va grandissant. C'est pas mal d'écrire un guide utilisateur quand le logiciel devient complexe. Ici, moi, c'est un logiciel que je développe depuis maintenant 6 ou 7 ans. C'est devenu super complexe. J'ai écrit une documentation utilisateur, on l'a édité, j'ai payé un maquettiste pour la faire, ça fait 80 pages, 80 belles pages imprimées en couleur et tout ça. Mine de rien, c'est pareil, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais c'est important de le faire, parce que ça sert à rien de faire un logiciel que personne ne sait utiliser. Comme en 2016, les gens, ça les fait chier de lire un bouquin, il faut faire de la vidéo et des tutoriels, c'est pareil, ça prend du temps aussi. Ça prend énormément de temps de faire des tutoriels, j'ai découvert ça, je pensais que ce serait easy peasy, que j'allais faire mon truc, allez hop, j'enregistre, c'est parti, je le mets en ligne. En vrai, ça se passe pas du tout comme ça. 4 heures de tutoriel, ça m'a pris 5 jours. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est de faire du tutoriel de qualité. Enfin, j'espère qu'ils sont de qualité. Et puis évidemment, après, il y a tous les frais techniques, hébergement web, distribution et compagnie. Ça coûte pas tant que ça. Aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose. C'est 200 € par an pour moi. C'est pas la mort, mais forcément, je vais pas les offrir non plus, ces 200 € par an. 300 000 téléchargements. Si j'avais fait payer 10 $ chacun, j'aurais 3 millions aujourd'hui. Et donc, je ne les ai pas.
Donc tous ces trucs-là, il faut que je trouve une autre façon de le financer. Pour pouvoir le financer, il faut commencer par se poser la question de qu'est-ce que vaut mon logiciel? Comment est-ce que de combien j'ai besoin, tout simplement. C'est bien gentil tout ce discours-là, mais à un moment, il faut se dire, ouais, ok, mais ça représente combien? Il y a deux approches. Mon approche, c'est une espèce d'évaluation globale de ce que ça coûte, en gros, chaque année. Mon logiciel, je sais combien de temps je passe à le développer. Je sais combien ça me coûte d'écrire les guides. Je sais combien le maquettiste m'a coûté pour éditer la doc. Je sais combien me coûte l'hébergement web. Bref, je sais que j'en ai entre 10 et 15 000 euros par an pour pouvoir maintenir mon logiciel de manière correcte. D'accord? Ça, c'est ma vision du truc. J'évalue la valeur par le travail. Vous allez voir, je suis un peu marxiste, en fait. En face de ça, il y a une définition qui est, au final, vachement plus simple, c'est de dire, oh, non, je m'emmerde pas, je le vends, et j'estime, en fait, combien les utilisateurs sont prêts à payer pour l'avoir, ou alors, il y a quelqu'un d'autre qui a eu ce discours-là avec moi, auquel je ne suis pas du tout d'accord, mais qui m'a dit, en fait, c'est logique, puisque tu fais gagner du temps à l'utilisateur, donc l'utilisateur qui gagne du temps, il gagne de l'argent grâce à ton logiciel, donc il paye le temps qu'il a gagné. Il te rétribue le temps que lui a gagné dans son travail. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et là, pour moi, c'est justement là où on aborde le fait que ce soit très politique comme démarche, puisque moi, je n'aime pas le fait de gagner entre 100 000 et 1 million d'euros. Franchement, fourchette très large, hein, c'est ce que j'aurais gagné. Je sais que j'aurais gagné au moins 100 000 euros, ça c'est sûr et certain. Si j'avais eu beaucoup de bol, j'aurais pu gagner jusqu'à 1 million d'euros aujourd'hui. Alors c'est vachement bien, hein, j'aurais payé ma maison et tout, chouette. Mais je trouve que pour 2 mois de travail, c'est décorrélé, il y a un truc pas logique, il y a un truc que je trouve pas honnête au final. Et je le dis haut et fort en refusant cet argent-là, en fait. C'est vraiment un refus de cet argent-là. Et donc, il faut trouver quand même ces 15 000 euros d'une autre façon. On propose donc un formulaire de don sur le site internet. Le don, très honnêtement, ça marche pas. Enfin, ça marche, c'est mieux que rien. Mais 3 000 euros par an pour 10 000 ouvertures quotidiennes du logiciel et 300 000 téléchargements, c'est pas très très élevé. Hein. Franchement, mine de rien, les gens font très peu de dons, mais c'est déjà ça de gagner. Il faut d'autres manières de gagner cet argent-là. Il y a les manières que je refuse, notamment la pub. La pub, pour des questions très simples c'est pas dans mes valeurs, ça rend le site internet super moche, je fais du dessin animé, je suis pas là pour avoir un site internet moche, c'est important qu'il soit beau. Donc c'est mort, la pub on oublie. Il y a un système qui est de proposer à l'utilisateur de choisir son prix, y compris de ne rien donner s'il veut. L'intérêt de ça, c'est que ça apporte un peu plus d'argent que les dons. Le défaut de ça, c'est que ça ramène, encore une fois, le fait que c'est l'utilisateur qui définit le prix du logiciel au lieu de que ce soit ma quantité de travail à moi qui définit le prix. Donc ça met le curseur d'un côté que j'aime pas trop, idéologiquement. Au-delà de ça, c'est pas vraiment compatible avec une licence libre puisque ça interdit la redistribution. Puisque si je demande un prix à l'utilisateur, ça veut dire que je lui interdis de redistribuer puisqu'il faut qu'il passe par mon site internet à moi pour pouvoir télécharger le logiciel. Dernière possibilité, la location, là c'est mort, c'est pas possible sous une licence libre, on oublie. Il y a donc le crowdfunding. On a testé ça l'année dernière, crowdfunding pour la nouvelle version, et on a récolté 7 175 €, plus les 3 000 de dons. Vous voyez, on a un peu plus de 10 000 euros. On commence à être pas mal. Ça marche bien. J'aime beaucoup le crowdfunding, cette façon de dire on va financer tous ensemble le logiciel libre dont on a besoin. On va le financer ensemble pour qu'il reste gratuit. C'est vraiment un travail tous ensemble, sachant que c'est un crowdfunding où il n'y avait quasiment aucune contrepartie. Puisque le but n'était pas de vendre quelque chose, contrairement à 90% des crowdfunding aujourd'hui qui sont en fait de la pré-vente et non pas du crowdfunding. Nous, on était vraiment dans une logique de financer ce dont on a besoin. Ça marche pas mal, j'en suis très content. J'ai une petite frustration par rapport au crowdfunding, c'est que 258 contributeurs seulement, entre guillemets, sur je ne sais pas combien d'utilisateurs, mais on voit les chiffres, ça fait 28 € par contributeur en moyenne, ce qui est un très très bon score, mais ça m'emmerde, j'aurais préféré avoir 7000 personnes qui donnent 1 €, vraiment. Mon but c'était ça, c'était 7000 fois 1 € et pas 258 fois 28. Je suis un peu emmerdé par rapport à ça, j'y reviendrai. On vend aussi quelques produits dérivés, dont le manuel utilisateur, des choses comme ça. Ça permet de dégager une toute petite marge, la vente de t-shirts. En gros, c'est 1 000 € par an. C'est pas grand-chose, mais bon, c'est ça de prix aussi. Hein, quand on galère comme ça pour financer,
On prend là où on peut, et c'est intéressant. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ça fonctionne. Parce que si on fait le total, on est à un peu plus de 11 000 € par an. Ça augmente progressivement avec le succès de l'outil, et en fait, on voit que ça fonctionne. Je rentre dans mes frais, le développement de Duik, de mon logiciel, ne me coûte rien. Et c'est ça que j'ai envie de dire aussi, et de dire très fort aujourd'hui. Faire du logiciel gratuit, faire du logiciel libre, ça fonctionne, à condition de ne pas vouloir gagner des millions d'euros. Mais ça fonctionne vraiment. On se dégage son salaire, on vit bien, et on fait plein de choses. Ça fonctionne d'autant plus que, très honnêtement, ce qu'on y gagne, c'est pas l'argent, c'est sûr. Par contre, en réputation, en réseau, en job, en tout ce que vous voulez, c'est génial. Quand vous développez un logiciel tout seul dans votre coin à Roubaix, d'accord? Imaginez-vous, je suis à Roubaix chez moi, là. Il y a des mecs qui font du trafic de drogue en bas de ma rue. Je vous promets que c'est vrai. Et 2 semaines après, il y a un mec de DreamWorks qui m'appelle en me disant, on utilise ton logiciel, est-ce que tu me donnes l'autorisation et c'est quelle licence? Et donc là, je suis au téléphone avec DreamWorks et je leur dis, bah, allez-y, faites-vous plaisir, utilisez votre truc. Et après, il y a un mec de Nickelodeon qui me contacte. Et après, il y a un mec d'une boîte à Londres. Et il y en a partout. Et ça, ben ça n'a pas de prix, vous voyez. Et je l'aurais fait payer, j'aurais jamais eu ça. Pour tout vous dire, la semaine dernière, j'étais en Colombie, à Bogota, et je faisais des conférences sur le dessin animé. J'expliquais l'animation de personnages et tout ça. Et c'est grâce à ça. C'est grâce au fait que mon logiciel soit libre. Et en fait, j'y ai gagné tellement plus que de l'avoir vendu que vraiment, c'est un truc hyper important. Je rencontre plein de gens, je me fais des amis partout dans le monde. Et ça a vraiment pas de prix, c'est ce qu'il faut. Je termine rapidement parce que je suis déjà à la bourre. Dans les financements, quand je parle de ça, on me parle beaucoup de Patreon, je ne sais pas comment on prononce ça, Patreon. Le principe, c'est plutôt pour les artistes à la base. Le principe, c'est des gens qui cotisent en gros sur la plateforme et qui décident à qui vont leurs cotisations, ce qui permet un revenu à peu près régulier aux artistes ou éventuellement développeurs dans mon cas pour développer leur truc. C'est pas mal, mais il y a quand même une notion... ouais, je ne suis pas hyper à fond. Pour des raisons de... Pardon. C'est un peu compliqué à expliquer, j'ai pas vraiment le temps, mais on en reparlera ensemble. On va faire comme ça. C'est intéressant, mais on en reparlera ensemble pour ceux qui veulent le savoir. Et juste pour terminer, moi, j'ai du coup réfléchi beaucoup à tout ça. Et je lance une idée qui commence à germer d'un nouveau type de plateforme qui pourrait être super intéressant dédié au logiciel libre. Je pense que ce qui manque et ce qui n'existe pas et qu'il faudrait, c'est une plateforme contributive type crowdfunding, dédié au logiciel libre. L'idée serait, les utilisateurs arrivent sur la plateforme avec une idée de logiciel. Ils rédigent un cahier des charges, un descriptif précis, des schémas, tout ce qu'il faut, éventuellement un prototype et un calendrier de développement. Ils disent, bah voilà, ça va prendre tant de temps à développer, et ainsi de suite. Ils postent leur idée. Comme ça, on rentre dans une phase de crowdfunding. On définit un plafond, comme n'importe quel crowdfunding, c'est-à-dire que les gens financent le logiciel, la condition étant que, à l'arrivée, le logiciel sera sous licence libre. Pas de contrepartie, crowdfunding sans contrepartie, on ne vend rien, on finance ensemble le logiciel qu'on veut pouvoir utiliser. Et quand le seuil prédéfini est atteint, on lance le développement, et pas avant, ce qui permet au développeur du logiciel libre d'avoir son salaire et d'avoir les fonds dont il a besoin pour la traduction, pour la doc et compagnie, pour travailler à plusieurs, et il développe son outil. Le développement suit un calendrier qui est prédéfini pour que les gens sachent à peu près combien de temps ça va prendre et quand est-ce que ça va sortir, pour pouvoir ensuite distribuer sur la même plateforme le logiciel sous licence libre. C'est-à-dire que du coup, sur la plateforme, on a un catalogue de logiciels qui permet à tout le monde de s'y retrouver et d'utiliser les logiciels qu'ils souhaitent une fois qu'ils sont financés. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 volets. Un volet, mon logiciel, je cherche un logiciel pour faire tel ou tel truc, je regarde s'il est déjà disponible sous licence libre, et je prends, j'utilise. Et de l'autre côté, j'ai tous les logiciels en gestation, à financer ou à l'état d'idées auxquels je peux contribuer, tout ça évidemment avec toujours l'esprit qu'on retrouve beaucoup dans le logiciel libre de partage et d'entraide. Et voilà, donc on trouverait un peu tout. Et une fois que le logiciel est fini, s'il y a des nouvelles features à ajouter, s'il y a des ajouts à faire, on peut très bien proposer une nouvelle version et recommencer la boucle avec un nouveau financement pour apporter une nouvelle version majeure du logiciel, faire le tour du truc. Voilà, ça c'est une idée que je lance. Si des gens sont intéressés pour m'aider là-dessus, je suis évidemment preneur, sachant que je ne suis pas du tout développeur et encore moins pour le web, mais je pense vraiment qu'il y a un truc à faire là-dessus. Et le code de la plateforme elle-même pourrait être libre, évidemment. Tout ça
Si vous voulez en savoir plus, vu que c'est un peu court, on peut en parler quand vous voulez, on se croise, je suis ouvert et j'aime beaucoup parler de tout ça. On a le site internet de ma coopérative qui a été créé il y a 2-3 mois, qui est maintenant en ligne, ça s'appelle Rainbox Productions. Je vous invite à y faire un tour si vous voulez voir ce qu'on fait, si vous voulez en savoir un peu plus sur les coopératives. On peut aussi en discuter ensemble. J'aurais voulu en parler aujourd'hui, mais il me faut 2 heures. De ce que c'est une coopérative, pourquoi on n'est pas une SA, SARL classique. C'est un sujet super intéressant. Je vous invite à venir en parler avec moi. Voilà, merci beaucoup. S'il y a des questions, on a quelques minutes. J'aime beaucoup ton idée que tu as présentée à la fin. Je suis tombé récemment sur quelque chose qui s'appelle opencollective.com. Peut-être que tu es déjà tombé dessus. Non. Ça recoupe un petit peu. Ok. C'est une espèce de, a priori, Patreon pour l'open source. D'accord. C'est un peu moins figé, il y a moins de... C'est moins un Kickstarter, Ouais. comme tu l'as présenté toi avec des cycles, etc. C'est juste voilà, des contributeurs officiels pour des dépôts, GitHub souvent, et avec des gens qui peuvent contribuer. Donc il y a déjà des gros projets qui fonctionnent un peu comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une notion de financement dessus? Ouais, carrément. Ouais, d'accord. Mais pas les Kickstarter, donc c'est pas... C'est plus un plus Patreon, régulier, où en fait. c'est mensuel, je crois. D'accord. Voilà. Après, je pense À que voir. les deux sont compatibles et c'est ça qui est intéressant, puisqu'il y a le côté développer le logiciel et avoir la nouvelle version qui demande beaucoup d'argent d'un coup. Et après, il y a le côté maintien, support et compagnie, puisqu'un logiciel, c'est jamais terminé, on le sait. Il faut toujours maintenir, au moins faire des corrections de bugs, puisqu'un logiciel sans bug, j'aimerais bien que ça existe, mais voilà. Du coup, effectivement, un système de cotisation en plus, c'est intéressant. C'est intéressant pour aider le maintien, tout simplement. Ouais. Opencollective.com, c'est ça? Merci. Bonjour, pourquoi vous n'avez pas testé le business model classique de l'open source qui est de vendre du service, formation, développement, support directement? Tout simplement parce que mon métier c'est réalisateur et que j'y ai pensé, je le fais, je fais un petit peu de formation, je fais évidemment d'autres choses par rapport à ça à côté. Ça rejoint ce que je disais au niveau du succès que j'ai, c'est que mon modèle économique fonctionne dans le sens où je fais des films aussi grâce à mon propre outil. Maintenant voilà, c'est une question c'est un truc tout simple, c'est que je ne suis pas développeur, c'est pas mon métier le logiciel, donc voilà, c'était pas ce que j'avais prévu. Après pourquoi pas, maintenant que j'ai mon entreprise, embaucher quelqu'un qui fasse ça effectivement. Question là. Et est-ce que vous avez essayé des sortes de business angel, par exemple DreamWorks, qui utilisent votre soft, ils pourraient donner quelque chose comme 5000 pour eux, c'est pas grand, c'est pas énorme, mais... Alors, le problème qui s'est posé, c'est que pour qu'ils donnent de l'argent, il faut une licence qui soit pas libre. Alors vous allez rigoler, hein, mais Ah ouais. DreamWorks a voulu me donner de l'argent. Ils ont voulu que je rédige une licence utilisateur rien que pour eux, pour qu'ils puissent me donner de l'argent. Et je leur ai dit non, j'ai pas le temps. Ok. Et une autre question aussi, qu'est-ce qui empêche dans la licence GPL que quelqu'un récupère votre code source, l'améliore et le passe vraiment en bloqué? Alors c'est interdit. La licence l'interdit, c'est explicite dedans. Un logiciel sous licence libre ne peut pas être utilisé sous licence commerciale après. C'est-à-dire que n'importe qui reprendrait un bout de mon code est obligé de le faire sur un logiciel qui sera lui aussi libre. Voilà, c'est pour ça que c'est super important de mettre une licence sur le code, même quand on donne le logiciel gratuitement, parce que justement, ça va garantir que les gens ne font pas n'importe quoi avec. C'est ce qui fait que Adobe ne peut pas me racheter, par exemple. Il y a deux choses qui font qu'ils ne peuvent pas nous racheter. Le fait que la licence soit libre, donc ils ne peuvent pas l'acheter, le logiciel, et le fait qu'on soit une coopérative qui impose que 50% de mon entreprise doit être détenue par les salariés, donc on ne peut pas être acheté par un extérieur. Donc ça sera la dernière question. Je me demandais si tu avais eu des contributeurs extérieurs ou si tu avais écrit la totalité de ton code. Alors, j'ai eu quelques contributeurs. La difficulté, en fait, c'est que dans le milieu de l'animation, les développeurs, ça court pas les rues. Et donc, forcément, avec mon truc, j'ai touché plus des animateurs que des développeurs. Maintenant, j'ai eu quelques contributions, notamment pour les traductions. Ça, les gens savent le faire. Donc, j'ai eu des traductions en allemand, en chinois. On m'a filé un coup de main pour la traduction en anglais. Donc, ça, c'est cool. Et après, j'ai quelques contributions, mais c'est plutôt de l'ordre de la correction de bugs ou de toutes petites features et compagnie. J'en ai pas énormément. Je fais la majorité du truc moi-même. Cela dit, j'ai quand même mis le code sur GitHub. Et ça commence à marcher. J'ai des gens qui suivent un petit peu, qui apportent des corrections par-ci par-là. Donc, je vais essayer de... Là, c'est mon travail actuellement, d'essayer de développer une communauté autour de ça et même à terme de lâcher un peu le projet et de laisser d'autres gens le développer, ça m'intéresserait.
Ok, merci. Si vous avez d'autres questions, on boit une bière ensemble et puis on discute autour d'une bière. Je suis toujours partant pour ça.